Néfertiti est aujourd'hui célèbre grâce à son buste emblématique. Son visage est l'un des plus connus de toute l'Égypte antique. La dernière demeure de la reine Néfertiti a peut-être enfin été découverte grâce au progrès de la technologie moderne. Depuis plus d'un siècle, la beauté de la reine Néfertiti est célébrée comme un symbole intemporel de l'Égypte antique. Son buste parfait, reposant paisiblement sous verre, a longtemps été perçu comme une porte ouverte sur un âge d'or vieux de plus de 3 ans. Mais aujourd'hui, un scanner a permis de percer la surface de ces plâtres vieux de 33 siècles et de révéler une vérité troublante. Il met au jour des traces de violence, des trahisons, comme si, derrière cette beauté immuable, se cachait une scène qui n'aurait jamais dû être dévoilée. Cette découverte scientifique bouleverse l'histoire de Néfertiti, un visage destiné à régner. En 1912, une expédition archéologique allemande, fouillant les ruines de l'ancienne cité d'Akatan à Tel el-Marna, a mis au jour un buste sculpté dans l'atelier d'un artiste nommé Thutmosis. Aucune inscription, aucun titre royal, seulement un visage. Il fallut des décennies avant que les archéologues ne s'accordent à dire qu'il s'agissait d'un portrait de Néfertiti. Le nez était plus proéminent. Les joues laissaient apparaître de légères rides. Les yeux n'étaient pas parfaitement symétriques. C'était le visage d'une personne réelle, marquée par l'âge et le temps, sans fard. La couche extérieure avait été soigneusement reconstituée avec du plâtre, lissée et remodelée pour créer une apparence plus jeune et parfaitement équilibrée. Thutmose n'avait pas simplement sculpté un portrait, il avait altéré la réalité. La question se posa aussitôt. Pourquoi? Pour le comprendre, il est nécessaire de considérer le contexte de la création de la sculpture. Akhenaten, l'époux de Néfertiti, accomplit un acte sans précédent dans l'histoire égyptienne. Il démantela tout le système traditionnel de culte polythéiste. Il ferma les temples, dépouilla le clergé de son pouvoir et proclama la dévotion à une divinité unique, le disque solaire. Ce fut la transformation religieuse la plus radicale de l'Égypte antique. Au sein de cette révolution, Néfertiti n'était pas seulement une reine, elle devint l'incarnation publique de la nouvelle idéologie. Des reliefs et des peintures murales la représentent debout, aux côtés d'Akhenaten dans des scènes rituelles, et, dans certains cas, apparaissant seule dans des poses traditionnellement réservées aux rois, terrassant des ennemis, un rôle qu'aucune reine égyptienne n'avait jamais assumé auparavant. Dans ce contexte, le buste n'était pas simplement une œuvre d'art, c'était un instrument de communication. Le visage, d'une perfection absolue et sereine, préservé des ravages du temps et de l'instabilité, représentait précisément l'image fragile que le régime devait projeter. Non pas Néfertiti telle qu'elle était réellement, mais telle qu'elle devait apparaître. Le fait que le buste ait été découvert dans l'atelier d'un sculpteur, plutôt que dans un temple ou un tombeau conforte, l'idée qu'il servait de prototype, de modèle de référence pour la reproduction d'images standardisées à travers l'Empire. Un visage conçu pour être imité, diffusé et imposé. Le visage que le monde connaît aujourd'hui n'est pas le vrai visage de Néfertiti. C'est une version raffinée et idéalisée, créée pour servir un dessein politique précis. Pourtant, cette tromperie n'est que la surface. Des couches plus profondes se cachent en dessous, chacune plus sombre que la précédente. Une nom effacée, une identité réécrite. Néfertiti disparaît des archives historiques vers la 12e année du règne d'Akhenaten, qui dura 17 ans. Aucune annonce, aucun acte de funérailles consigné, aucun tombeau identifié. Une femme qui figurait autrefois sur presque tous les murs des temples et les bas-reliefs des palais disparaît soudainement de l'histoire officielle. Dans les temples et monuments datant des dernières années du règne d'Akhenaten, les chercheurs ont identifié une tendance frappante. Le nom de Néfertiti a été délibérément effacé et remplacé par un autre, non pas au hasard mais systématiquement sur plusieurs sites. Parallèlement, un nouveau nom apparaît dans les archives historiques. Nefer-Nefuatan, une souveraine ayant brièvement régné après Akhenaten et avant l'avènement de Toutankhamon. Fait remarquable, les titres royaux et les inscriptions associées à Nefer-Nefuatan contiennent des marques grammaticales indiquant une identité féminine. Certaines inscriptions emploient des pronoms et des terminaisons féminines. L'égyptologue James Allen et d'autres chercheurs ont avancé l'hypothèse que Nefer-Nefuatan et Néfertiti ne faisaient ce qu'un, suggérant que Néfertiti serait montée sur le trône sous un nouveau nom après la mort ou la chute d'Akhenaten. De telles transformations ne sont pas sans précédent dans l'histoire égyptienne. Hatshepsut, la plus illustre des pharaons, a elle aussi modifié son identité et son image pour régner. Mais le sort réservé à Néfertiti semble encore plus radical.
dans le tombeau de Toutankhamon, découvert par Howard Carter en 1922. Les chercheurs ont mis au jour de nombreux objets portant des traces évidentes de modifications hâtives. Sur certains bijoux et objets en or, les inscriptions originales utilisant des pronoms féminins avaient été effacées et remplacées par des pronoms masculins. Des noms avaient été altérés. Ces modifications ne sont pas le fruit du temps ni de l'érosion naturelle. Elles sont intentionnelles et réalisées à l'aide d'outils. De nombreux chercheurs en concluent que ces objets furent initialement conçus pour une souveraine, très probablement Néfertiti sous le nom de Néfer-Neferuaten, et furent ensuite réutilisés pour Toutankhamon lors d'une transition dynastique. Sa mémoire ne fut pas simplement effacée, mais réécrite. C'est le second niveau de supercherie. Néfertiti n'a pas simplement disparu de l'histoire. Son histoire fut remplacée par celle d'une autre. Des noms furent supprimés, des titres réattribués, des objets confiés à de nouveaux propriétaires. Ainsi, lorsqu'on se penche à nouveau sur le buste sans nom, le seul portrait royal sans inscription de toute l'Égypte antique, la question se pose différemment. La question n'est plus de savoir pourquoi son nom a disparu, mais qui l'a supprimé et pourquoi ils sont allés aussi loin. Des ossements brisés et le DN, une vérité. Si les noms peuvent être effacés et les objets réattribués, qu'est-il advenu du corps de Néfertiti? Cette question hante les archéologues depuis plus d'un siècle. En 2022, la science a apporté une réponse que peu étaient en prêts à accepter. En 1817, des explorateurs découvrirent une petite tombe dans la vallée des rois, le cimetière royal près de Luxor en Égypte. Elle fut désignée KV-21. À l'intérieur se trouvaient 2 momies féminines, toutes 2 sans nom, sans objets royaux et sans inscription funéraire. L'une d'elles, désignée KV-20 et 1B, présentait des bras positionnés dans une pose royale, une main serrée comme si elle tenait un sceptre. Ceci suggérait qu'il s'agissait d'une femme de rang royal. Pourtant, son identité demeurait inconnue à l'époque. Les restes étaient trop dégradés pour permettre l'extraction d'ADN par les techniques anciennes. Pendant des décennies, KV-21B était resté entreposé, une énigme non résolue. Puis, en 2022, une équipe de recherche internationale a appliqué le séquençage de nouvelle génération, une méthode permettant de lire le matériel génétique. Des échantillons extrêmement petits et fragmentés que les méthodes plus anciennes ne pouvaient pas traiter. Ils ont réussi à reconstituer un profil complet d'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial est transmis de la mère à l'enfant sans se mélanger à l'ADN paternel. Le résultat est frappant. KV-21B partage la même lignée maternelle que Toutankhamon.
Cela signifie qu'elle était non seulement membre de la famille royale, mais qu'elle avait un lien de parenté direct avec lui par sa mère. Elle aurait pu être sa mère, sa tante ou sa sœur. Au vu des preuves archéologiques existantes, l'identité la plus probable est celle de Néfertiti. Mais ce n'est pas le plus troublant. Lorsque des spécialistes médico-légaux ont effectué des tomodensitométries sur K, 20 et 1B, ils ont identifié des blessures qui ne peuvent s'expliquer ni par le temps, ni par le processus de momification. Les deux bras étaient encassés et tordus dans le dos selon des angles anormaux. La cage thoracique était écrasée. Le crâne était fracturé d'un côté, avec des fractures aux arêtes vives, indiquant un impact direct plutôt qu'une pression progressive due aux débris environnants. Le docteur Sahar Salem, éminente experte médico-légale de l'Université du Caire, spécialisée dans l'analyse des momies, a conclu que ces blessures étaient survenues au moment du décès, et non des siècles plus tard, mises côte à côte. Les preuves ADN et les conclusions médico-légales forment un tableau inquiétant. Il s'agissait d'une femme de haut rang de la famille royale de l'Égypte antique, inhumée anonymement dans un tombeau modeste. Une digne de son statut, portant sur son squelette les stigmates évidents de violents traumatismes. Ni accident, ni maladie, my violence. Et le buste exposé à Berlin, au visage parfait et serein, sans nom, fut créé sous le même régime qui put engendrer un tel sort. Un tombeau dissimulé derrière un mur. En 2015, l'égyptologue britannique Nicholas Reeves a avancé une théorie qui a fait l'effet d'une bombe dans le domaine. Le tombeau de Néfertiti pourrait se trouver caché derrière un mur, à l'intérieur de la chambre funéraire la plus célèbre au monde, le tombeau de Toutankhamon, connu sous le nom de Khafi 62. Reeves n'est pas parvenu à cette conclusion par simple spéculation. Il a mené une analyse détaillée de scans à ultra haute résolution des murs de la chambre funéraire, réalisée en 2014 par la société Facte-Marte. Sur ces images, il a identifié de faibles motifs linéaires et des contours subtils sur les murs nord et ouest, qui ne correspondent pas à la structure naturelle du calcaire. Ils évoquent des portes scellées, recouvertes d'enduit et peintes. Son hypothèse est étayée par plusieurs anomalies. Le tombeau Khafi 62 est exceptionnellement petit pour un pharaon. Son agencement ne suit pas les normes royales, et certains signes indiquent qu'il a été construit à la hâte. Reeves suggère que le tombeau a été initialement construit pour une autre personne, probablement Néfertiti, puis réaménagé pour Toutankhamon après sa mort subite, vers l'âge de 18 ou 19 ans. Les chambres funéraires d'origine, ainsi que leur occupant prévu, ont peut-être été scellées derrière les murs. En 2016, une équipe de recherche japonaise a utilisé un géoradar, une technologie qui envoie des ondes électromagnétiques dans les surfaces et analyse leurs réflexions pour détecter des espaces cachés. Elle a alors fait état de premières observations d'anomalies derrière le mur nord. Reeves a conservé son poste. À ce jour, les autorités égyptiennes n'ont autorisé aucune inspection physique directe du mur, laissant ainsi la question centrale sans réponse. Néfertiti repose-t-elle à quelques mètres seulement des trésors de Toutankhamon? Seul un examen du mur permettrait de le savoir. Or, c'est précisément ce que personne n'a été autorisé à faire. Pourtant, que ce tombeau caché existe ou non, les implications sont profondes. Si Néfertiti repose réellement derrière ce mur, alors la dissimulation est quasi parfaite. Une femme qui jadis côtoya un pharaon pourrait bien demeurer dans l'ombre de l'héritage d'un jeune roi qui lui succéda. Sans nom, sans sépulture, séparée des millions de passants chaque année par une simple barrière, les filles et une purge systématique. Si les successeurs de l'époque d'Amarna ont voulu effacer la mémoire de Néfertiti, supprimer son nom et dissimuler sa dépouille n'aurait pas suffi. Celle qui portait sa lignée devait également disparaître, et c'est précisément ce qui semble s'être produit pour ces 6 filles. Meritatan, Meketen, Ankesenpatan, Nefer, Nefuatan, Tasherit, Nefer-Neferuret Configuration. Leurs noms figuraient fréquemment sur les murs du temple d'Amarna durant les premières années du règne d'Akhenaton. Ils étaient représentés dans des scènes familiales, des rituels religieux et des processions royales. Puis, après la 12e année, leur présence dans les archives historiques commence à se fragmenter. Meshatin, la seconde fille de Samu, est mentionnée comme décédée vers la 14e année du règne. Dans le tombeau royal d'Amarna, une scène murale montre ses parents en deuil. C'est l'une des rares images émouvantes qui nous soit parvenue de cette période. Pourtant, la scène recèle un détail énigmatique. Une nourrice se tient à proximité, tenant un nouveau-né. Dans ce contexte, la présence d'un nourrisson non expliqué par une inscription est inhabituelle.
Certains chercheurs suggèrent que Meshatin serait morte en couches, peut-être dans un contexte d'union familiale étroite, une pratique attestée au sein de la famille royale égyptienne. Ankhesenaten, la troisième fille, est le cas le mieux documenté. Après la chute du régime d'Amarna, elle réapparaît sous le nom d'Ankheamun et devient l'épouse de Toutankhamon, son demi-frère. Il ne s'agissait pas d'une union de choix, mais d'un arrangement politique visant à légitimer la succession. Après la mort prématurée de Toutankhamon, elle écrivit au roi des Hittites, un puissant royaume d'Anatolie, dans l'actuelle Turquie, le suppliant de lui donner l'un de ses fils pour époux, car elle refusait d'épouser l'un de ses serviteurs. C'était un acte de désespoir de la part d'une femme qui avait perdu son dernier moyen de pression. Le prince hittite envoyé en réponse fut assassiné durant son voyage. Ankhesenaten disparaît des archives peu après. Pas de tombe, pas de reste. Les 4 autres filles ne laissent presque aucune trace après cette période. Il n'existe aucune trace confirmée de leur décès. Aucune momie n'a été formellement identifiée comme étant la leur. De 6 fils issus de l'une des femmes les plus puissantes d'Égypte, l'histoire officielle ne conserve que des inscriptions fragmentaires. Ce n'est pas un hasard. Lorsque Horp, le général qui succéda à Toutankhamon, entreprit d'effacer l'héritage d'Amarna, il ne se contenta pas de faire disparaître les noms des murs des temples. Il élimina ceux qui pouvaient revendiquer cet héritage. Sans tombeau, le culte nocturne était impossible. Sans culte religieux, aucun pouvoir politique n'aurait pu exister dans le système religieux de l'Égypte antique. Et sans descendants reconnus, la lignée d'Amarna cessa d'exister juridiquement et historiquement, même si elle put se perpétuer biologiquement. Une buste anonyme à Berlin, un corps possiblement mutilé dans une tombe anonyme. 6 filets effacés de l'histoire. Ce n'était pas un hasard. C'était une campagne. La génétique est le prix d'une lignée divine. Il existe une dernière strate, non créée par l'intention humaine. Elle est inscrite par la nature elle-même dans l'ADN de la famille d'Amarna et contribue à expliquer l'effondrement si rapide et si violent de cette dynastie. En 2010, une étude publiée dans la revue médicale JAMA a mené une analyse génétique sur plusieurs momies associées à Toutankhamon. L'objectif initial était d'établir l'identité et les liens familiaux, mais les résultats ont largement dépassé ce but. Des chercheurs ont mis en évidence des preuves manifestes de mariage consanguin sur plusieurs générations, c'est-à-dire des unions entre personnes étroitement apparentées. Cette pratique était délibérée au sein de la famille royale égyptienne. En se mariant entre membres de la lignée royale, ils croyaient préserver une lignée divine. Sur le plan génétique, cela entraîne l'accumulation de gènes récessifs nocifs. Ces gènes peuvent rester latents lorsqu'un seul exemplaire est présent, mais peuvent provoquer des maladies lorsqu'ils sont hérités des 2 parents. Toutankhamon en est un exemple flagrant. Les scanners ont révélé des déformations aux pieds, des signes de multiples affections médicales et une structure osseuse fragile. Il avait besoin de cannes pour se déplacer. Plusieurs de ces cannes ont été retrouvées dans sa tombe, non comme symbole d'autorité, mais comme outil pratique. Il est décédé vers l'âge de 18 ou 19 ans, probablement des suites de complications liées à des problèmes de santé accumulés. Lorsque le profil ADN de KV21B a été ajouté à l'analyse en 2022, une mutation particulière a attiré l'attention. Elle est associée aux maladies du tissu conjonctif, des affections qui touchent les tissus reliant les organes et les os. De tels troubles peuvent fragiliser les os, ralentir la cicatrisation des blessures et accroître le risque d'hémorragie interne. Conjugués aux preuves de traumatisme violent constatées sur la tombe, K20 et 1B, une hypothèse se dessine. L'auteur de ces violences savait peut-être que cette femme était physiquement plus vulnérable que la plupart, plus susceptible de subir des blessures mortelles. Si cette personne était bien Néfertiti, son immense pouvoir politique contrastait fortement avec sa fragilité biologique. Au-delà de la génétique, l'étude d'échantillons de tissus de momies et de la période d'Amarna a révélé un autre facteur inquiétant. Les taux de mercure, d'arsenic et de poussière de plomb sont anormalement élevés par rapport aux momies d'autres périodes. Ces substances sont liées aux pigments minéraux largement utilisés dans les temples solaires et les palais d'Amarna. Une exposition prolongée peut endommager le système nerveux, affaiblir le système immunitaire et réduire progressivement la solidité osseuse. Autrement dit, des temples solaires resplendissants, ornés de pigments minéraux, ont peut-être lentement empoisonné les gens au fil des ans, non pas intentionnellement, ni dans le cadre d'un complot, mais avec un résultat similaire. Une famille régnante à la santé déclinante.
forte, à l'immunité affaiblie et à l'espérance de vie réduite. La dynastie d'Amarna n'a pas seulement échoué politiquement, mais aussi biologiquement. Et Nefertiti, malgré sa grande puissance, n'a pas échappé à cette réalité. Pour comprendre la véritable nature de ce visage, il faut se référer au buste exposé au Neue Museum de Berlin, à la lumière des découvertes récentes. La sculpture recèle une signification bien différente de celle qu'on lui attribue souvent. Elle n'est pas un symbole de beauté intemporelle, ni un hommage à une grande reine. C'est une œuvre construite durant une période de pouvoir instable, conçue dans un but précis et parvenue jusqu'à nous en grande partie par hasard, car elle fut abandonnée dans l'atelier d'un sculpteur lors de la chute d'Amarna. Sa face extérieure, parfaite, symétrique, juvénile, est un maîtrisée, la version idéalisée, celle approuvée par l'autorité. La face intérieure, moins raffinée, marquée de lignes subtiles et d'une symétrie est plus proche de la réalité, mais reste néanmoins faite de pierre et de plâtre. La véritable Néfertiti repose peut-être dans le tombeau café 21. Anonyme, les os brisés, inhumés d'une manière indigne de tout membre de la famille royale égyptienne. Il existe cependant un paradoxe frappant. Ceux qui ont effacé le nom de Néfertiti des murs du temple, réutilisé ses objets, dissimulé son corps et effacé ses filles de l'histoire, ont réussi presque tout ce qu'ils ont entrepris. Son nom a quasiment disparu des archives égyptiennes pendant plus de 3 ans. Son tombeau demeure inconnu. Ses fils n'ont laissé presque aucune trace. Pourtant, il y a une chose qu'ils n'ont pas réussi à effacer. Le buste a été laissé dans l'atelier d'un sculpteur lors de l'abandon de la ville. Personne ne l'a emporté. Personne n'a effacé son nom, car il n'en a jamais eu. Personne ne l'a détruit, car personne ne savait qu'il existait. Elle resta enfouie sous le sable pendant plus de 3 ans avant de réapparaître en 1009. Chaque nouvelle méthode ôte une couche supplémentaire au récit officiel. Et le visage qui commence à se dessiner en dessous, tel un vrai visage dissimulé sous du plâtre, n'est ni parfait, ni serein, ni éternel. C'est le visage d'une femme réelle, au cœur d'une histoire vraie, façonnée par de véritables ennemis, et conclue d'une manière que l'histoire a tenté d'effacer. La plus belle sculpture de l'histoire n'est pas un portrait. Elle est le témoignage d'un crime dont la victime reste encore inconnue.